Bonus. Trax. Bienvenue sur Actioner. Vu qu'on va parler de MacGuffin aujourd'hui, je me suis dit que j'aimerais bien qu'il y en ait un dans cet épisode. C'est pour ça que j'ai entre les mains un morceau de papier qui contient un secret. Alors oui, à l'audio, c'est peut-être un peu difficile d'imaginer toute l'importance de l'information que renferme ce morceau de papier. D'ailleurs, c'est même pas sûr qu'il existe vraiment, vu que vous ne voyez pas. Mais bon, imaginez quand même qu'il y a ce papier, qui est donc le MacGuffin de cet épisode. Quel pourrait donc être le secret qu'il renferme ? Pour le savoir, il va falloir attendre la fin de l'épisode, car c'est nous qui allons déterminer quelle information cruciale ou dérisoire s'y trouve. Et la seule personne qui peut m'empêcher de révéler le MacGuffin à la face du monde, c'est Thibaut. Pour cela, il devra proposer un meilleur top que le mien. Ce qui va être difficile, je vous l'assure. Sinon, c'est moi qui vais révéler le secret. Donc Thibaut, es-tu prêt à sauver le monde du MacGuffin ? Bien entendu, je suis prêt, mon cher David. Ok, alors on va commencer déjà par une petite définition du MacGuffin. Alors, tu veux commencer ou je commence ? Vas-y, commence. Je te donne un petit peu l'avantage, faut que je joue stratégiquement si je veux gagner. Ah, c'est pour ça que je vais te laisser commencer, mais bon, c'est pas grave. Trop tard. J'arrive pas à lui poser la question, je suis trop gentil pour un antagoniste. Complètement. Alors, moi je pèse directement par une citation d'Alfred Hitchcock, parce que je pense que c'est la meilleure. Le MacGuffin, c'est une chose dont le personnage du film s'inquiète, mais que les spectateurs non. Le seul but du MacGuffin est de lancer ou de faire avancer l'action. Voilà, je cite Alfred Hitchcock, t'arrêtes pas de me laisser l'avantage, j'ai gagné, c'est comme ça. J'avoue que tu as un petit peu gagné parce que tu cites le maître et puis si je dis pas de bêtises, c'est lui qui a de toute façon inventé ce concept, donc on peut pas vraiment trouver de meilleure définition. Sachant qu'en plus, je suis quand même un petit peu préparé, même si je ne savais pas que ce podcast allait être une bataille, un affrontement. J'ai regardé un petit peu les différentes définitions qu'on peut trouver sur le net, et c'est vrai que globalement, elles sont souvent assez nébuleuses. Et certes, elles empruntent à Hitchcock systématiquement, mais pas forcément pour rendre la définition beaucoup plus pertinente ou plus applicable, en fait. Donc moi, ce que j'avais, c'était un objet, une personne ou un concept qui permet de faire avancer l'intrigue. Ce qui, en soi, veut un peu tout et rien dire, parce que en utilisant cette définition, par exemple, on peut se dire que une demoiselle en détresse, c'est un MacGuffin, que un indice dans un film policier, c'est aussi un MacGuffin, et qu'il y en a plusieurs. Donc en fait, je suis pas sûr que ça aide beaucoup les gens qui nous écoutent. Donc pour moi, j'aurais rajouté, en plus de ce que dit Hitchcock sur le côté spectateur et personnage, il faut aussi que ça soit un petit peu central à la mécanique de l'histoire. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément besoin d'une fonctionnalité énorme, mais si c'est un truc qu'on mentionne 2 fois dans le film, pour moi, c'est pas vraiment un MacGuffin, quoi. Il faut vraiment que ça soit connecté à un peu la toile du récit et bien sûr à ses personnages. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai Là, l'impression je suis que ça permet totalement un petit pas peu. d'accord avec T'es ça. pas d'accord? Ah ouais, mais carrément. Parce que tu joues le méchant ou ma parce que... description était meilleure, c'est tout. Ah ok, ça va alors. Non, il n'y a pas que de la mauvaise foi derrière ça. Non, je pense que, tu vois, la demoiselle en détresse, c'est un MacGuffin. Ouais. C'est sûr. Comme dans les films de braquage, c'est la thune, l'argent qu'il cherche à voler, qui est le MacGuffin. C'est-à-dire que c'est ce qui détermine en tout cas, ce qui est le prétexte à l'intrigue. Après, ce que t'en fais, qu'importe, mais c'est vraiment ce qui est prétexte à l'intrigue. Ouais, mais je trouve que le côté prétexte, justement, rajoute une dimension assez vague, en fait, au concept. Et typiquement, je prenais l'exemple d'une demoiselle en détresse, mais effectivement, l'argent dans des films de braquage, tu vois, c'est un peu comme, je me souviens de mes cours d'écriture où on disait, la motivation d'un personnage, ça peut pas être survivre ou être plus riche. Parce que, en fait, c'est trop vague. Et en fait, du coup, les personnages finissent par avoir tous les mêmes motivations. Et c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que, du coup, un MacGuffin, quand il est trop vague, pas assez défini pour moi, bah, du coup, ça a même plus un MacGuffin, ça rentre dans une autre dimension. Et du coup, qui est typiquement de l'ordre de je sais pas, de l'archétype. Et effectivement, bah, toutes les histoires où il y a une demoiselle en détresse, à moins qu'elle ait une spécificité, cette fameuse demoiselle, je trouve que c'est juste vraiment un élément du genre, par exemple, et l'argent pour les braqueurs aussi. Mais ça montre que c'est un concept qui demande encore à être discuté, et d'où l'importance de ce podcast. Et tu penses que le MacGuffin peut être extra-diégétique ?
Bah, j'aurais un exemple qui est tendance à dire que oui, mais c'est quoi que t'appelles extra-diégétique? C'est-à-dire que c'est vraiment seulement les spectateurs qui le... Enfin, ça n'a de valeur que pour les spectateurs, par exemple? Ouais. C'est chaud. Moi, Bonne je crois question. pas. Enfin, je donne tout de suite ma réponse. Enfin, je suis très Ouais. collé quelque part à la définition de Hitchcock, c'est que c'est vraiment propre à l'histoire, propre au personnage, propre à l'intérêt des personnages, et que l'intérêt du spectateur, euh, peut-être qu'après on verra dans notre top, je pense que ce sera un peu plus clair, mais je pense que je me demande, je me posais la question là, c'était vraiment une question que je Ouais. ne m'étais pas tout posée auparavant. Est-ce que le MacGuffin peut être extra-diégétique? Et j'y Je arrive. pense que c'est compliqué, mais il y a des choses qui s'en approchent dans le sens où peut-être que le MacGuffin est connu et compris par les personnages, mais son importance réelle, elle est vraiment comprise par les spectateurs. Et deux exemples de ça, ça peut être par exemple, tu sais, dans toute la phase 1 des films Marvel, il y avait les pierres de l'infini. Ouais. Et en fait, en soi, les pierres de l'infini, dans le canon du MCU à cette époque-là, on sait pas trop ce que ça fait. Et des fois même, souvent, elles ont un autre nom, elles sont introduites sous un autre nom, sous une autre forme. Et donc, en fait, les spectateurs, pardon, les personnages, ça y est, je m'embrouille, courent après un truc qui est important pour eux, mais ils savent pas à quel point c'est important pour nous qui connaissons Thanos, qui connaissons le pouvoir de ces pierres-là. Et autre exemple, c'est Luke Skywalker dans The Force Awakens, tu vois. Et je sais que ça avait posé problème d'ailleurs à Michael Arndt parce que son scénario original c'était vraiment de trouver Luke, ce qu'ils ont gardé dans le 7e film. Mais du coup, à partir du moment où on le trouvait, bah, en fait, les gens, ils étaient. Voilà, il y avait Luke, ils voulaient pas s'intéresser à autre chose. C'est pour ça qu'en fait, son apparition était de plus en plus repoussée dans la mécanique du film. Et au-delà de ça, c'est vrai que même s'ils ont ajouté un côté fangirl à Rey, en mode elle connaît Han Solo, elle connaît le Faucon Millennium, elle connaît ces personnages-là comme des espèces de personnages historiques, bah en fait, peut-être c'est connu dans son univers, mais dans le nôtre, c'est encore plus fort. Et donc, du coup, c'est presque une sorte de prétexte de la rendre vraiment fan de ces personnages-là pour en faire une sorte de miroir avec le spectateur qui enfin va pouvoir retrouver ces personnages qu'il adore, quoi. Donc, je pense que c'est difficile que ça soit complètement extra-diégétique, mais il y a peut-être des exemples auxquels on n'a pas pensé. Vous nous direz aux commentaires. Mais je pense que par contre, il y a une valeur symbolique qui peut venir de notre monde, quoi. Ok, on va commencer, parce qu'autrement, je pense qu'on va trop en révéler, parce que je pense qu'il y a la conception Hitchcock et la conception Lucas qu'il va falloir parler à un moment donné. Ah bah complètement, ouais. Donc, commence, parce que vu que tu m'as lancé dans le bain avec la définition... Ouais, t'as bien fait de me faire commencer, parce que par ailleurs, je voulais commencer par Star Wars, justement. Tu me connais, je ne me réinvente pas, mais je pense qu'on pouvait pas, dans un épisode dédié au MacGuffin, ne pas citer au moins une fois Star Wars, on l'a déjà fait plusieurs fois. Bah moi, Donc, il sera aussi dans mon top. Hein, autant, cool. Alors moi, je l'ai mis en 5, parce que... Enfin, je vais t'expliquer. En gros, l'idée, c'est que si le MacGuffin... Alors, en plus, ça a un peu le nom d'un truc qu'on mangerait dans un fast-food, donc c'est pas si étonnant de faire une comparaison avec la cuisine. Mais si c'était un plat, pour moi, c'est un peu le steak frites, quoi, tu vois. C'est-à-dire, pour la narration, c'est ce que le steak frites est à la cuisine. C'est-à-dire, tout le monde connaît, il y en a à peu près dans tous les restos, mais tu sais pas forcément... C'est pas forcément ce que tu as envie de faire. Il y a des gens qui mangent pas de viande, qui n'ont pas envie de ça. C'est peut-être un peu lourd, etc. Mais c'est une forme un peu de valeur sûre sur laquelle tu peux toujours un petit peu te replier. Et je pense que dans les récits de Star Wars, et spécifiquement ceux qui ont été écrits par Lucas, il y a vraiment ce côté pratique, utile, ce côté un peu rustine, je vais le dire comme ça, sans être méchant, qui sert à la mécanique de l'intrigue et du scénario pour faire avancer l'intrigue, même quand on peut avoir des problèmes, comme Lucas avait des problèmes à écrire... le premier Star Wars, et puis quand Star Wars est repris par Disney, par une grosse entreprise, une corporation, on peut se dire qu'effectivement, en fait, on revient à ce côté steak frites, mais il finit par nous en dégoûter, on l'a partout, tout le temps, et donc du coup là, la rustine, elle sert moins à un créateur qu'à une entreprise pour créer une sorte de formule, et on rentre un peu dans un côté steak frites de fast-food, quoi, tu vois, qui est moins juteux, qui est, désolé pour les gens qui ne mangent pas de viande, ce qui est d'ailleurs mon cas, mais du coup, c'est un peu plus compliqué de se satisfaire de ce plat-là, tant il est répété et tant il a perdu sa saveur au fil des années. Et donc effectivement, je trouve que c'est assez rigolo, par exemple, que les plans de l'Étoile Noire soient le MacGuffin du premier Star Wars en 77,
mais aussi le MacGuffin du premier spin-off Star Wars Rogue One en 2016, avec des résultats, j'aime bien les deux films hein, par ailleurs, mais vraiment très différents dans leur... j'ai vraiment l'impression que finalement les plans d'Étoile Noire, c'est comme tu disais tout à l'heure, un vrai prétexte dans le premier film, là où dans Rogue One, par rapport à ce qu'on disait sur la diégèse, c'est presque un truc devenu mythique, légendaire, quoi, symbolique, et on a envie de savoir quels sont les personnages qui se sont sacrifiés pour le récupérer, mais je le mets en 5 et pas plus haut dans le top, parce que justement, ce que je trouve qui fait défaut à Star Wars aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir tellement intégré le MacGuffin que c'est même plus un MacGuffin, c'est même tout est une narration par l'objet, parce que par exemple dans le 7, c'est pas la carte qui mène à Luke, c'est un morceau de la carte qui mène à Luke, et le reste de la carte est complète, donc déjà ça pose un peu de problème, parce que tu te dis bah si t'as une carte où il manque juste un trou, enfin tu te dis bon c'est peut-être énorme au sein de la galaxie, mais tu sais à peu près où chercher, et là il manque un bout de la carte qui permet de trouver Luke, qui est lui-même un MacGuffin. Il y a aussi le sabre laser, qui est aussi un MacGuffin. Le faucon Millennium, en lui-même, est presque un MacGuffin aussi. Donc, c'est un trop-plein quoi, de narration par l'objet. Et c'est devenu... ça fait tellement partie maintenant du vocabulaire Star Wars, comme peut-être l'argent pour un film de braquage, etc., que j'en ai la nausée, franchement. Surtout quand on finit par introduire des objets qui n'ont, pour le coup, plus de sens que pour les spectateurs et pas les personnages. Bon là on sort du cinéma, mais typiquement dans The Mandalorian il y a le Darksaber. Bon bah le Darksaber pour le Mandalorian, qui était un personnage qui à l'origine n'était pas du tout connecté à toute la mythologie Star Wars, pour lui c'est une sorte d'hérétique, de paria. Il sait même pas ce que c'est en fait. Mais pour le spectateur c'est censé être méga important, et du coup je trouve que ça crée une espèce d'abrutissement, il faudrait tout avoir vu, tout connaître pour apprécier le récit. Et j'aime pas du tout ça, là où la pureté du Star Wars originel, c'est que, c'est les plans d'une machine très dangereuse, on les a, on va pouvoir la faire péter, et ça se résume à ça, et un enfant de 5 ans peut comprendre. Alors moi, donc Star Wars devait être un peu plus haut dans mon top. Yes. Mais vu que j'ai construit mon top, non pas par ordre de préférence, mais plus par ordre, logique, ouais. Il est monté un peu trop haut à mon goût, donc je te le refais descendre. Et je suis bien content, parce que moi aussi il était dans mon top. Je pense que c'est difficile de l'extraire, mais j'expliquerai tout à l'heure quand je citerai les raisons. Donc moi je vais glisser directement dans mon top 5, qui est celui qui aurait sans doute été plus haut, enfin en tout cas il était plus haut initialement, qui est Pulp Fiction, avec ces deux MacGuffin que sont la valise qu'on retrouve au tout début du film et qu'on retrouve à la fin. Alors après, la structure même de Pulp Fiction fait que tu as des récits enchâssés, donc chaque récit a ses propres articulations. Mais on retrouve quand même donc la valise, qui est le début et la fin du film, et le deuxième MacGuffin, qui est la montre de Butch, de Bruce Willis, qui est l'obligation pour lui d'aller chercher cette montre et donc d'affronter Marcellus Wallace avec ce qui en découle. Et ce qui est intéressant dans ces deux MacGuffin, c'est qu'ils ne sont pas centraux dans le récit. Celui de la montre de Butch, tu te dis oui, il va chercher cette montre, c'est le moteur du récit, c'est le moteur de la confrontation. C'est par là que l'histoire que veut raconter Tarantino existe. Autrement, normalement, si la copine de Butch avait récupéré sa montre, il n'y avait pas de récit, il serait parti, et voilà, il n'y a pas de récit. Donc, elle est l'objet du conflit. Elle est celle qui amène le conflit. Inversement, la valise. On la voit au début, ils vont chercher quelque chose, on ne sait pas ce qu'ils vont chercher. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un objet d'abstraction. C'est-à-dire que c'est une valise qui brille. On s'en fout de ce qu'il y a dans cette valise. Elle n'a pas d'intérêt pour le spectateur. Elle n'a d'intérêt que pour les protagonistes. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime dans le MacGuffin. Et c'est pour ça que, si on revient à la fin de l'épisode sur qu'est-ce qui pourrait se trouver sur ce papier, autant vous dire... Non, je peux pas vous le dire tout de suite, parce que ça serait cramer mon truc. Je suis déjà en train de m'auto-spoiler. Vas-y. Mais pour moi, il y a un intérêt. C'est-à-dire que le fait qu'il soit un objet dérisoire pour le spectateur, pour moi, c'est ce qui est le mieux. Et d'ailleurs, il devait se trouver des choses dans le scénario initial, en tout cas dans l'idée initiale de Tarantino, cette valise devait contenir des diamants. Et en fin de compte, il en a fait un objet d'abstraction. On se fout de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette valise. Ça n'a pas d'intérêt dans le récit. D'ailleurs, elle est baladée, elle sert de révélation quelque part à la fin pour le personnage. C'est-à-dire qu'elle accroît la révélation du personnage de Samuel L. Jackson, mais c'est tout. Et je trouve que c'est
pour moi, l'un des meilleurs MacGuffin parce que elle ne hurle pas « Je suis un MacGuffin ». Bah après on sait ce qu'il y a dans la valise, c'est sans doute des 2 gros néons jaunes parce qu'à chaque fois qu'on l'ouvre ça baigne Oui, c'est ça, la ouais, pièce de toute sa lumière. Ça doit être très rigolo d'imaginer. Je ne l'ai jamais vue ouverte cette valise. Moi j'ai mais c'est déjà vrai vu que ouverte, effectivement C'était ça. il y a une lumière à Ouais. l'intérieur, c'est tout quoi. Ouais, c'est ça qui est assez génial de l'imaginer et en plus, enfin, j'ai toujours trouvé cet effet assez saisissant parce que comme tu dis, il y a une abstraction énorme parce que non seulement bah on sait pas ce qu'il y a dedans, mais en plus l'effet de la lumière est cheap est pas le terme, mais en fait c'est évident qu'il y a une espèce de projecteur à l'intérieur, tu vois, et j'ai toujours trouvé ça assez fandard à regarder. Mais je trouve que c'est un des éléments hyper intéressants qu'on perd maintenant, je trouve, dans la scénarisation aujourd'hui, dans les films aujourd'hui, c'est qu'on est obligé d'expliquer tout. Ouais. Là, tu aurais forcément un champ contre champ, c'est-à-dire que tu pourrais avoir l'effet lumineux, mais tu aurais forcément un contre champ qui te dit regarde ce que c'est à l'intérieur. Mais aussi, t'aurais des gens qui s'écharpent sur les théories, sur une fois que le film est sorti, le film c'est de la merde parce que je suis censé m'intéresser à un scénario de 2 heures alors qu'on me révèle jamais ce qu'il y a dans la mallette. On a complètement inversé. Bah aussi parce que les gens sont plus éduqués aux mécaniques de scénario, mais du coup, il y a vraiment. Ça me rappelle un peu, tout le débat. On pourrait faire un top là-dessus, mais sur les scènes de sexe, quoi. Tu vois, c'est un peu en mode ça sert à rien, donc faut l'enlever, tu vois. Et là, c'est un peu en mode bon, bah, si on sait pas ce que c'est, ça sert à rien. Alors qu'au contraire, comme tu le démontres bien, on sait pas ce que c'est, et pourtant, ça sert à pas mal de choses, y compris à presque la transition d'un personnage dans ses motivations, ses choix de vie, quoi. Oui, c'est ça. Et après, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est de considérer que les intérêts des personnages sont pas forcément l'intérêt des spectateurs. C'est vrai. Et ce sera d'ailleurs mon top 4 qui va arriver. Mais je te lance d'abord. Ouais, bah on va rester avec mon top 4 dans le doré et je vais faire un petit clin d'œil à notre cher Phobos National qui m'a soufflé ce film. Je voulais parler du premier pirate des Caraïbes, donc la malédiction du Black Pearl, et donc du trésor maudit, donc ce qui est au départ un médaillon et qui s'avère en fait être une pièce parmi tout un coffre au trésor avec des pièces en or, des pièces je sais plus d'origine maya, aztèque, je ne sais plus trop. Ce que je trouvais intéressant avec le MacGuffin de ce film-là, et donc c'est son côté incomplet, d'abord un médaillon puis en fait un coffre au trésor. Il y a aussi une mécanique du scénario qui est assez proche de tout ce que fait Verbinski globalement dans le film, où il y a un côté un peu ludique que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, en fait, c'est pas juste un MacGuffin, il est là, quelqu'un veut s'en emparer, il passe entre plusieurs mains, et on sait que, vu qu'il est maudit, quiconque a la pièce, le trésor n'est pas complet, et donc est maudit, ils sont condamnés à ne pas pouvoir vivre leur vie, à ne plus ressentir les plaisirs de la vie, mais ils deviennent immortels en mode pirate zombie. Et du coup, il y a tout un jeu autour du scénario là-dessus, sur quand est-ce qu'on a la pièce, notamment dans la confrontation, etc. Si jamais il y a des gens qui n'ont pas encore vu le film, je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais je trouve que le jeu, ce passage de main en main et ce côté incomplet, complet, plus la malédiction qui va avec, crée un MacGuffin qui est, contrairement à ce qu'on disait peut-être sur Pulp Fiction, il est beaucoup moins abstrait, mais du coup, on s'amuse avec lui et on en fait quelque chose. Parce que dans un film de pirate, dire faut trouver le trésor, bon, globalement, c'est le niveau 1 tu vois, du scénario. Et ce qui est super amusant dans ce film, je trouve que au final, c'est connecté à tous les personnages. Donc Jack Sparrow, bien sûr Elizabeth Swann, j'ai perdu le nom du personnage d'Orlando Bloom, mais aussi du coup Barbossa, et donc le méchant. Et puis c'est connecté à la mécanique de l'intrigue, à la malédiction qui permet de ramener le fantastique. Donc je trouve qu'au sein du film, il est effectivement au centre de cette toile dont je parlais en intro. Et je trouve que du coup, c'est un MacGuffin auquel on va peut-être pas penser spontanément parce qu'il est peut-être un peu moins iconique que certains autres, mais je trouve que dans ses fonctionnalités, il est super intéressant. Ouais, j'adore la gradation du MacGuffin, j'y avais pas pensé jusque-là, mais j'aime bien l'idée qu'il soit d'abord une pièce qui, en vérité, c'est juste un élément de ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire le trésor. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui est plus MacGuffin dans un film ? Enfin, c'est comme les films de braquage, l'argent pour les films de braquage. Enfin, t'as une histoire de pirate, t'as presque obligé d'avoir une histoire de trésor. C'est sûr. C'est sûr. C'est ontologique presque à l'histoire des pirates. Tu peux pas faire autrement. C'est un peu dommage. Je savais que ça te plairait. Je savais que ton amour pour les pirates me permettrait de gagner un petit avantage. Ouais, mais là, ça va être difficile de battre ce qui est sans doute l'un de mes films préférés. D'ailleurs, si j'avais pas décidé de faire une gradation logique,
je serais parti sur... Il serait dans mon top 2, je pense. Parce Ok, que vas-y. Tu le m'as top chauffé 1, là. c'est- N'en dis pas plus. Et donc, c'est La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. Hein. J'étais obligé de mettre un Alfred Hitchcock parce que c'est quand même le maître du MacGuffin. Mhm. Avec Tout quelque est chose logique. que j'adore dans La mort aux trousses. Et d'ailleurs, Hitchcock le dit lui-même, c'est qu'il adore ce MacGuffin parce que pour lui, c'est son MacGuffin dans ce film, dans La mort aux trousses, c'est de la pure abstraction. Et c'est absolument ça. Quand j'ai revu le film, c'est-à-dire il y a 2 jours, j'ai complètement adoré. C'est-à-dire quand tu le regardes sur le prisme de je cherche le MacGuffin et à quel point le MacGuffin il est complètement pour les personnages et pas du tout pour le spectateur. C'est-à-dire qu'il a un objet de motivation pour les personnages. Il est tellement un objet de motivation que donc le MacGuffin, qui est en tout cas ceux qu'on trouve sur Internet et sur tous les livres, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit aussi Hitchcock, c'est que c'est les microfilms. Sauf que l'histoire ne tourne pas autour des microfilms. Les microfilms, c'est quelque chose qui se passe en arrière-plan du récit. Le récit, c'est l'histoire d'un personnage qui est pris pour quelqu'un d'autre, qui est pris donc pour Kaplan, et qui cherche à, en gros, se disculper, et c'est comment lui se débrouille à essayer à la fois d'échapper à ses agresseurs, et aussi à trouver ce fameux Kaplan pour pouvoir révéler à la face du monde qu'il n'est pas Kaplan, il n'est pas la personne que l'on croit qu'il est. Et ce qui est génial, c'est que Kaplan n'existe pas. Le spectateur est au courant dès le départ que Kaplan... Enfin, pas dès le départ, à vrai dire. Il y a une scène en particulier où les gens de la CIA sont réunis dans un bureau et ils discutent en disant Kaplan est une invention, tant pis pour Monsieur Thornhill, il va mourir et tant pis pour lui. Donc le spectateur, lui, est au courant que le personnage qu'il suit une mauvaise piste et donc que le MacGuffin que lui est en train de suivre, parce que l'identité de Kaplan est en vérité aussi l'un des MacGuffins, il n'existe pas. Et en plus, le MacGuffin qu'il est censé, qui va apparaître, c'est-à-dire au moment où il y a une bascule dans le récit, où le personnage de Thornhill apprend que Kaplan n'existe pas, c'est là où tout d'un coup est révélée l'existence de ces microfilms, qui est ce que cherche la CIA et ce que cherchent les grands méchants du récit. Et donc, le MacGuffin est complètement invisible, abstrait du récit, et c'est pour ça que j'étais obligé un peu de le coller avec l'abstraction de Pulp Fiction, de la valise de Pulp Fiction, parce que je trouve ça génial que, en vérité, le MacGuffin est complètement à la fois moteur du récit, mais jamais présent pour le spectateur. Ce n'est pas l'histoire qui est racontée. Par contre, c'est une motivation pour comprendre comment fonctionnent les personnages, comment fonctionne la trajectoire du récit pour tous les personnages et pour le fait que l'histoire existe. Et c'est ça qui est génial. Moi, je trouvais que... C'est pour ça que, déjà, donc c'est l'un de mes films préférés. Il aurait dû être top 2, facile. Mais voilà, j'étais obligé de faire un jonglage pour que ça soit un peu logique. Et donc, c'est pour ça qu'il est top 4. Mais c'est dommage. C'est dommage, mais comme tu l'as dit, c'est logique, ça marche plutôt bien. Là, c'est ça. J'ose pas trop imaginer, même si ça va nous faire paraître pour des vieux cons, effectivement, comment un tel concept pourrait être vu aujourd'hui, parce que c'est à tel point frustrant pour le spectateur de 2024, tu vois, de dire non, en fait, ça n'existe pas. Et en fait, ouais, ça, on s'en fout. Genre, on pourrait. Enfin, ça fait beaucoup penser, tu sais, à. Alors, j'en replace une pour Star Wars de manière un petit peu détournée, mais tu vois, c'est beaucoup quand on critique les Knives Out et l'écriture de Rian Johnson de manière générale, de dire ce côté un peu ah ouais, en fait, il build up tout un truc, mais ça tombe à l'eau, ou c'est détourné, c'est ce fameux truc de subvert expectations, tu vois. Et genre, je trouve que bizarrement, les MacGuffin un peu classiques, ils ont ce côté-là de en fait, ça te retourne un peu ce que tu pensais pouvoir imaginer de l'intrigue, en fait. Et je trouve qu'il y a un côté assez amusant dans tout ça, qui a tendance peut-être un petit peu à disparaître, parce que les spectateurs sont devenus assez exigeants sur ce qu'on leur raconte, et comme tu dis, ils veulent tout comprendre, et pour ça, il faut tout leur expliquer. Bon, là, c'est un peu différent, parce qu'au final, tu comprends quand même l'intrigue, t'as pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Mais je trouve que ce côté un peu poil à gratter, un petit peu piquant de ces MacGuffin-là fonctionne très bien dans ce. Mais surtout que jamais il est build-up, là, celui-ci. Autant la valise de Tarantino, elle est build-up par la lumière, par le fait que tu t'imagines, tout le monde projette quelque chose dans cette valise. Mais là, jamais. Tu comprends que le personnage, donc
de Thornhill cherche l'identité de Kaplan, ça c'est clair. Donc tu comprends sa motivation, tu sais ce qu'il cherche, et limite, Hitchcock s'amuse à détourner l'attention, c'est-à-dire qu'il donne plus d'informations au spectateur que le personnage en a. C'est un élément assez classique de la scénarisation. Le seul truc, c'est que moi, quand j'ai découvert que ce qu'on considérait comme le MacGuffin du film, c'était les microfilms, et qui, au final, est une information qui est révélée dans la deuxième partie, et que tu aperçois juste 30 secondes dans un plan, parce qu'ils étaient dans une statuette, et ainsi de suite, t'es là, tu te dis, ben ouais, mais c'est génial, parce que au final, tu comprends en vérité qu'il existe en arrière-plan du récit, qu'il n'a pas d'importance pour l'intrigue du personnage principal, donc t'es pas obligé de faire un build-up. Il n'a pas d'intérêt pour ce personnage. Ce personnage est complètement étranger à ce qu'il vit, à ce que les autres vivent, à ce que lui, sa seule intrigue, c'est comment je vais faire pour m'en sortir et comment je vais faire pour, en gros, récupérer mon identité. Prouver que je ne suis pas Kaplan. Et au final, il finit par devenir peu à peu, et c'est ça la vraie trajectoire de ce personnage, c'est qu'il devient peu à peu Kaplan au final. Il devient peu à peu ce personnage d'espion. D'ailleurs, il aurait sans doute fait... Enfin, je sais que Cary Grant a été un des modèles pour James Bond, mais je me disais, c'est un meilleur James Bond que certains James Bond que j'ai déjà vus. Mais bon. C'est un autre débat sur le top des James Bond. Exactement. Oh, on pourrait le faire d'ailleurs. Allez, on va passer au top 3. Yes. Qu'est-ce que t'as ? Alors moi, on a parlé en intro du MacGuffin qui pouvait être une personne. Et du coup, sans forcément même si voilà, on est dans l'exercice du top, mais j'avoue qu'un peu comme toi, David, j'ai pas forcément fait un truc ultra, un top, on va dire un peu par ordre de qualité, mais j'avais envie de mettre dans ce top un MacGuffin qui serait une personne. Ouais, j'ai le même, alors j'imagine, mais ce sera en deux mois. Ok, alors je sais pas si c'est le cas, mais je pensais à Il faut sauver Soldat Ryan. C'est ça. C'est ça, ok. Et du coup, peut-être on peut en parler en même temps, mais... Bah non, parce que moi, je trouve que c'est structuré avec mon top 3. Ah, ok, d'accord. R2-D2 dans Star Wars. Et oui. Je vais commencer, comme ça on pourra vas-y. Les deux Soldats Ryan. C'est que la différence entre Lucas, la perception de Lucas du MacGuffin, en tout cas, tel que lui l'a écrit et tel que Hitchcock l'a envisagé, comme je disais... Le MacGuffin peut être une pure abstraction qui est quelque chose qui est inhérent au récit et qui n'intéresse pas le spectateur. La différence, c'est que Lucas s'est dit « Moi, je veux que les spectateurs soient émotionnellement impliqués avec le MacGuffin ». C'est pour ça qu'il en a fait un petit robot mignon qui est donc, je parle donc de Star Wars, le premier film, et le fait que ce soit R2-D2 qui soit le MacGuffin, en vérité, ce qui est à l'intérieur de R2-D2, c'est-à-dire le plan de l'étoile noire. C'est le réceptacle du MacGuffin. Et donc, oui, mais c'est le réceptacle du MacGuffin, c'est comme la valise dans Tarantino. C'est que tu t'intéresses plus au réceptacle que l'information dont il contient. Ouais, c'est vrai. Et donc, il devient l'objet de l'affection. C'est-à-dire que c'est lui que tu dois protéger. C'est lui qui a de l'intérêt. C'est lui que les spectateurs se disent « mais franchement, je trouve cool ce MacGuffin sur roulette qui fait des petits éclairs, qui est trop marrant. » Et donc, je trouvais que c'était intéressant de montrer aussi comment, peut-être, avec une bascule, peut-être qu'on se tourne plus vers ça aujourd'hui, vers un MacGuffin qui serait mieux caractérisé, qu'il faut que le spectateur soit beaucoup plus impliqué aussi, c'est-à-dire qu'il y ait comme ça une dimension... affective, c'est-à-dire qu'il faut que quand c'est un film de braquage, il faut qu'ils comprennent que limite il faut savoir que les braqueurs ils ont de l'intérêt dans cet argent-là, tu vois, qui est vraiment quelque chose. Et là c'est pareil pour Star Wars, il faut qu'on se dise cet gentil petit robot, qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce qu'il faudrait le protéger. Et puis après il devient le révélateur de la scène finale et tout ça. Alors que normalement, tu devrais, selon Hitchcock, le MacGuffin, et c'est pour ça qu'il en a, par exemple, dans L'Amour aux trousses, il y en a deux au final. C'est-à-dire que quand s'essouffle le premier, c'est-à-dire l'identité de Kaplan, il réinjecte un autre MacGuffin. Alors que là, une fois que les plans de l'étoile noire sont extraits de R2-D2, le MacGuffin disparaît, c'est-à-dire qu'il n'est plus là et il y a la suite du récit. Mais il reste que l'implication émotionnelle était là, au préalable. Après, tu pourrais te dire que les MacGuffins de Star Wars, c'est Leia qui cache les plans
Et vu que Leia est emprisonnée, c'est elle le premier MacGuffin et c'est les plans le deuxième, tu vois. Sachant que les deux sont connectés par R2, puisqu'à l'origine, c'est l'un de ses droïdes. Et celui qui cache les plans, bien entendu. Mais il faut toujours qu'il reste un prétexte au récit, quoi. Est-ce que Leia est vraiment un prétexte au préalable au récit ? Bah, quand Luke voit son hologramme, il y a un petit peu de ça. Ah, c'est vrai, ouais. Mais il comprend pas. Est-ce que c'est le message ou est-ce que c'est Leia ? C'est une bonne question. on rentre dans les détails. Mais ouais, non, j'avoue, mais c'est intéressant le côté, comme tu disais, incarné en fait du MacGuffin. Et c'est vrai que je pense dans des MacGuffin plus modernes, il y a ce besoin de comprendre ce que ça fait, de comprendre ce que c'est, aussi parce que potentiellement, des fois c'est quelqu'un, et c'est quelqu'un qu'on a envie de protéger, ou au contraire d'éliminer si... j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense qu'il y en a où c'est plutôt une sorte de méchant qu'il faudrait absolument tuer ou détruire, quoi. Et là, c'est pour ça qu'on arrive maintenant à moi, mon numéro 2 et toi, ton numéro 3, qui est celui qu'on doit sauver. Exactement, celui qu'on doit sauver, le bon Ryan. Moi, je trouvais que c'était intéressant et je voulais en parler, déjà effectivement parce que c'est quelqu'un et pas quelque chose, mais aussi parce que ça montre qu'un MacGuffin, malgré, on va dire, son côté un peu prétexte, son côté un peu mécanique, il peut servir aussi à la dimension, au sous-texte et à la dimension morale d'un film. En l'occurrence, là, c'est assez évident pour ceux qui ont vu ce film, puisque l'idée, c'est que Ryan a perdu plusieurs de ses frères pendant les combats de la Seconde Guerre mondiale, et donc est monté une espèce d'opération pour le sauver lui, avant que sa pauvre mère perde, je crois que c'est 3 fils, dans le conflit. Et du coup, la morale étant assez basique, c'est-à-dire, combien de vies on peut sacrifier pour en sauver une seule ? Et c'est un peu le leitmotiv du film qui commence très dur et très fortement avec ce débarquement du coup sur les plages de Normandie, qui a un peu transformé l'image qu'on avait non seulement du débarquement, mais aussi des films de guerre sur la Seconde Guerre mondiale spécifiquement, mais peut-être de manière générale sur les films de guerre tout court. Donc par ailleurs, le film est très intéressant au-delà de son MacGuffin, mais pour rester vraiment sur ce côté-là, je trouve que c'est vraiment cool de remarquer que ça peut aussi servir un propos et pas forcément juste une intrigue, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est pour ça que moi je l'ai mis en 2, c'est pour ça que lui il a assez peu bougé dans mon top, je voulais absolument qu'il soit là pour montrer à quel point il est quelque part une forme d'abstraction, c'est-à-dire que c'est une personne parmi tant d'autres, et c'est comme ce que tu disais, c'était combien de personnes tu dois sacrifier pour en sauver qu'une seule. Et combien aussi ça montre l'absurdité de la guerre, c'est-à-dire que tu vas sacrifier un tas de personnes pour que tout d'un coup quelqu'un dans les états-majors dise « Ah, cette pauvre femme a perdu trop d'enfants, il faut quand même qu'on en sauve un ». Donc ça montre à la fois toute l'absurdité de la guerre, ça montre à la fois combien de personnes, dont Vin Diesel, tu vas sacrifier. Et sacrifier Vin Diesel, c'est quand même pas mal. Et oui, et combien ce MacGuffin est complètement central, c'est-à-dire que tu sais... Contrairement aux autres, moi par exemple à mes autres exemples, où la valise, les microfilms et ainsi de suite, ils sont assez disséminés dans le récit. Là, c'est omniprésent. Tu sais où est-ce qu'ils vont, tu sais ce qu'ils vont faire, tu sais ce qu'ils doivent faire, tu sais ce qu'ils doivent sacrifier. Et ça montre tout dans le récit, toute cette importance et toute cette... et c'est pour ça que je l'ai mis après aussi Star Wars, toute cette implication émotionnelle que transpose le spectateur par rapport à ça, c'est-à-dire que, et je pense que c'est en ça où ce film est sans doute l'un des grands films de guerre, c'est que t'as une implication émotionnelle très forte, à la fois sur les personnages, mais aussi sur le but qu'ils se sont donné, ou qu'on leur a donné, qui est d'aller chercher ce soldat Ryan. Et je trouve que c'était pour moi, parce qu'il y a d'autres MacGuffin humains, c'est-à-dire dans Very Bad Trip, t'en as un autre, c'est-à-dire qu'ils vont chercher ils cherchent leur compagnon qui a disparu, et donc c'est comment ils vont à travers Las Vegas essayer de trouver les éléments qui vont permettre de le récupérer. Bon voilà, ils ont repris le même schéma narratif, et c'est deux histoires qui racontent pas la même chose, c'est-à-dire que dans Very Bad Trip, t'as pas la même implication émotionnelle, t'as pas la même implication non plus historique, quelque part, de réflexion historique sur l'absurdité de la guerre. Là, c'est juste l'absurdité de l'alcool. Au pire, tu t'en passes. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand le MacGuffin est enfin trouvé, il y a une forme de réticence de sa part à être le MacGuffin.
Ouais. Et donc à être entre guillemets, le film devrait s'arrêter là, et le film ne s'arrête pas là justement parce que il est en mode non, je vais pas partir en fait. Enfin, je me bats comme les autres Américains, et ça crée une espèce de contre-pied à certains MacGuffin, où généralement une fois qu'on les saisit, une fois qu'on les comprend, comme tu dis, soit on les remplace par un autre pour faire continuer le récit, ou soit en fait le conflit est résolu. Alors que là en fait quelque part il commence au moment où on le récupère, c'est-à-dire enfin il y a ça ouvre un autre chapitre, et je trouvais que c'était intéressant de ce point de vue là aussi quoi. Ouais, il veut pas embrasser sa nature de MacGuffin. Il est un individu, refuse. un soldat. Et c'est ça qui est excellent. C'est clair. Bon allez, on va passer à ton numéro 2. Ouais, alors le numéro 2, c'est marrant, peut-être que tu l'as, je soupçonne que tu l'as peut-être encore dans ce qui te reste. Bon, il m'en reste qu'un, donc oui, justement, je me demande si c'est pas le premier. Mais en fait, je voulais parler d'une saga dont on a déjà parlé. Est-ce que c'est une saga dans ton top 1, David, ou pas? Ouais. Est-ce que c'est le 3e épisode d'une saga ou pas? Ouais. Ok, bon, c'est Mission Impossible 3 si je dis pas de Non, bêtises. parce que je le déteste. C'est vrai? Mais c'est vrai que tu détestes le je film, déteste la patte de lapin. On pourra c'est parler des pires MacGuffin, et celui-ci, c'est le pire. Et non, c'est bien c'est le pire. une saga, c'est bien le 3e film, mais c'est pas Mission Impossible. C'est incroyable comme il y a eu un build-up. Et je vous assure qu'on prépare pas ces podcasts en s'envoyant nos tops. Non, c'est jamais. quand même assez marrant. Alors c'est vrai que je savais que tu détestais ce film, mais je me suis dit, connaissant aussi le côté un peu justement classique, enfin ce que tu apprécies notamment dans les MacGuffin d'Hitchcock, je me suis dit ça pourrait être le seul truc qui sauve de ce film, ça serait logique. Dans ma tête c'était logique, mais donc oui, je voulais parler de la patte de lapin qui est le MacGuffin déjà, juste de bon, Mission Impossible 3. Parce que t'aimes pas les lapins, quel est ce problème? Mais du coup, moi je trouve que c'est une transposition. Enfin, il y a plusieurs trucs qui sont intéressants et qui sont intéressants, pardon, et c'est pour ça que je voulais le mettre dans le top. C'est déjà parce qu'il y a le lien avec Star Wars à travers J.J. Abrams, et le côté, c'est lui qui ramène ce côté narration par l'objet dans le 7e épisode, etc. Mais son premier film, c'est donc Mission Impossible 3, dans lequel il y a un MacGuffin qui est pourtant ultra classique dans sa fonctionnalité, parce que on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quelle forme il a, on ne sait pas vraiment quelle utilité il peut avoir. Il a un nom qui est effectivement assez étrange et qui est synonyme de chance, parce que si je dis pas de bêtises, la patte de lapin, c'est un objet qui amène la chance vers toi. Et donc en fait, j'ai toujours trouvé ça assez incroyable que symboliquement, ça soit Ethan Hunt qui court après la chance, lui qui en fait est souvent très chanceux parce qu'il passe à un cheveu de la mort à chaque fois. Et donc il y a un côté complètement abstrait qui est plutôt classique pour un film qui quand même fait rentrer à bien des égards Abrams dans la cour des grands, mais aussi pas mal de blockbusters des années 2000 dans ce truc un peu thriller politique, mais sur une autre vibe de ce qu'on avait l'habitude de voir, où c'est un peu enfin il y a un côté conspiration, il y a des twists, il y a des... Et David n'aime pas le film, donc il me fait la tête, mais je trouve que par rapport à ça, je trouve que c'est génial parce qu'il y a vraiment une espèce d'intensité de fou, parce qu'en plus c'est Abrams, c'est sa réal, c'est toujours des mecs qui crient, des mecs qui courent, c'est presque l'école Michael Bay de ce point de vue-là. Enfin, je pense que c'est le Abrams qui ressemble plus à Tony Scott et Michael Bay, le Mission Impossible 3, quoi. Il y a vraiment un côté, c'est tout le temps à fond la caisse. Et des fois d'ailleurs, ça rend assez illisible l'action, ou en tout cas c'est un film qui est fatigant à regarder presque par moment. Mais je trouve que du coup c'est génial de se dire, le mec a réussi à tenir, en tout cas pour moi, son film là-dessus, sur un truc qui est totalement abstrait et qui fonctionne à mort dans le côté ultra intense et le côté action décisive des Missions Impossibles, où genre le moindre échec peut te coûter la vie, voire même en fait entre guillemets la paix dans le monde, pas juste la vie des agents. Et ce qui est génial aussi, c'est que je pense que le succès de ces MacGuffin n'est pas tout à fait innocent dans le méchant qui cherche à le récupérer. Vu que Philip Seymour Hoffman est incroyable dans ce rôle, je trouve, il y a un vrai côté de genre, ce méchant est tellement méchant que si la patte de lapin il la veut, elle doit être quelque chose d'assez ignoble en fait. Et Mission Impossible à ce moment-là est pas à court de trucs ignobles, parce que autant dans le premier c'est une liste d'agents, dans le 2 ça devient une espèce de virus horrible qui fait des bulles dans la tête des gens. Donc je me dis que à ce moment-là, quand je suis plus jeune et que je mate Mission Impossible au cinéma, je me dis putain, mais ça doit être une folie. Et j'arrive à la fin du film et je me dis ah mais en fait on n'a jamais su. Et je remarque pas en fait dans un premier temps, c'est en sortant du film avec mes potes du lycée qu'on se dit mais en fait on n'a jamais su ce que c'était.
Et je me souviens me dire, ah, c'est génial, en fait, c'est vraiment trop fort, quoi. J'ai oublié quelque part ce que c'était et ce que ça devait être, alors que c'est vendu et construit comme quelque chose d'assez important en jouant sur les codes des films d'espionnage, bien évidemment, et aussi de ce que la franchise venait de faire. Enfin, c'était pas tout à fait avant, je crois qu'il y a pas mal d'années entre le 2 et le 3, mais moi j'avais en tête effectivement je sais plus comment ça s'appelle, le virus, c'est la chimère et le Bellérophon, je crois, dans Mission Impossible 2, et du coup le virus et l'antidote, et du coup j'avais ça en tête, tu vois, je me suis dit, ah, c'est une arme bactériologique ou nucléaire ou je sais pas quoi, et en fait c'est juste la chance, ou en tout cas on ne le saura jamais. Et je trouve que c'est très bien et très symptomatique aussi de Abrams dans ce qu'il pouvait avoir de frais quand il est arrivé, et de maintenant, malheureusement, malgré lui, c'est pas toujours lui le coupable, mais du coup via Star Wars et tout, ce côté un peu faisandé de cette mystery box, cette boîte mystère dont il parle dans son TED Talk très connu, qui au final s'avère être en fait un peu du flanc, quoi, quelques années plus tard, alors que je me souviens à l'époque avoir été vachement excité plus jeune par cette perspective d'être oublié, en fait, que c'était le MacGuffin du film, un peu comme tu le disais dans La mort aux trousses. Mais ce qui est intéressant, tu vois, sa Mystery Box, j'avais oublié déjà le concept, mais la Mystery Box, c'est la valise de Tarantino. Oui, aussi, ouais. Mais moi, ce que j'ai détesté dans ce film, et c'est pour ça que, alors étrangement, pourquoi les autres j'aime moins, c'est parce que c'est quand même un classique, hein. Les films d'espionnage, c'est une espèce de truc à récupérer parce que, tu vois, ça va sauver le monde et ainsi de suite. D'ailleurs, j'avais construit au préalable mon intro un peu dans cette idée-là, avant que je la change un petit peu, mais il y a 10 minutes. Mais le truc, c'était que ça hurlait, donc le film Mission Impossible, le MacGuffin hurlait dans chaque scène, quasiment, je suis un MacGuffin. Ne t'intéresse pas à moi, je suis le MacGuffin. Je suis le centre d'intérêt du film. Ils vont courir après moi. Et Tom Cruise qui court, hein, c'est quand même un film avec Tom Cruise, tu vois, et donc il faut que ça court, quoi. Donc, je trouvais à quel point il y avait un build-up sur cette Mystery Box, au final. Parce qu'il t'a pas de révélation. Et ça hurlait tellement. Alors, tu as raison, c'est le cinéma d'Abrams, c'est-à-dire qu'il faut que, limite, il y ait beaucoup d'images, beaucoup de lumière, beaucoup de trucs, où tout est un peu saoulant. Et ben voilà, j'étais saoulé par ça, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me disais, le gars me montre un MacGuffin, c'est le MacGuffin, il aurait dû l'appeler le MacGuffin d'ailleurs. Et pourquoi lui changer de nom, tu vois, c'est-à-dire que parce que au final c'était que ça, c'est-à-dire que j'avoue, ça serait trop méta que l'arme du méchant ça s'appelle le MacGuffin. Ça pourrait être fait en 2024, je pense. Et c'est fait dans un épisode de Teen Titans Go. Ok, incroyable. Donc, mais ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il aurait dû l'appeler MacGuffin, et ça hurlait MacGuffin. Et sur le coup, l'absence de subtilité faisait que moi je suis resté vraiment à l'écart, c'est-à-dire que de tous les films de Mission Impossible, pour moi c'est le plus mauvais, parce que je suis resté à l'écart à cause de ça, à cause du fait que c'est trop tu sais ce que tu vas voir, mais par contre quand tu appuies trop sur certains éléments pour te dire regarde comment ça va être génial, ben, moi je suis resté un peu à l'écart de ça. Ok, je peux comprendre. Après je pense que du coup le film, enfin notre conversation met le doigt en fait sur un peu quelque part le contrat que tu dois signer avec ce film, c'est-à-dire soit tu t'intéresses à mort au truc et du coup tu fais putain mais il build up tellement, c'est relou, tu vois, ou soit en fait tu t'es en mode ok, ils vont courir après ça et d'un coup tu pivotes vers l'enjeu personnel qui est de retrouver sa jeune épouse, et du coup t'en oublies le MacGuffin, et c'est elle aussi un MacGuffin puisque c'est une demoiselle en détresse, on en parlait tout à l'heure. Mais du coup je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je pars en tant qu'ado en mode ouah, le truc de zinzin ça va être une arme, et regarde le méchant il est trop méchant donc c'est forcément un truc de fou, et en fait d'un coup je suis impliqué à mort dans le côté, alors que pourtant enfin je veux dire je suis ado, j'ai pas eu 50 relations amoureuses, quoi, mais du coup je me dis oh, putain mais en fait ouais c'est Ethan Hunt, il était en train de se poser et là sa vie se transforme en cauchemar et il y a des enjeux personnels et tout, et je pense qu'effectivement si t'arrives à faire la bascule entre les deux ça marche. Potentiellement si tu restes sur le premier MacGuffin t'es un peu sur le carreau, quoi. Je pense que tu restes sur ta fin. Moi c'est ce qui m'est arrivé, hein. C'est complètement ça, c'est-à-dire que après quand tu rappelles les éléments qui sont hyper intéressants, parce que c'est un peu ce que dit Hitchcock, c'est-à-dire qu'il faut, ou quand tu lis aussi des livres de scénario, c'est-à-dire que le MacGuffin n'a d'intérêt, il n'a pas d'intérêt propre, c'est-à-dire qu'il n'est qu'un moteur, un élément de l'intrigue, mais tout ce qui t'intéresse, c'est pas le MacGuffin, il faut pas que ça t'intéresse, il faut que tu restes un petit peu à l'écart, quand même tu aurais un énorme build-up, il faut que tu suives les personnages, il faut que tu vois comment ils fonctionnent, quelle est l'implication limite que ça va provoquer chez eux. Tout à fait.
Et moi, j'étais vraiment là sur cette idée de la patte de lapin. Déjà, le mot patte de lapin me semblait un peu idiot, mais. Et en plus, enfin voilà, pour moi. Moi, je trouve ça trop bien, quoi. Je trouve ça vraiment trop bien. Mais ouais, mais pour moi, je sentais que ça hurlait MacGuffin, quoi. Pour moi, patte de lapin, hurlait MacGuffin. Et ce qui est rigolo, c'est que pour préparer le podcast, j'ai quand même regardé pas mal d'articles qui avaient fait des listes des MacGuffin. Et genre, la patte de lapin est quasiment jamais citée, alors que pour moi, c'est vraiment l'un des premiers trucs auxquels j'ai pensé. Mais c'est peut-être une question de génération aussi, et de me l'avoir mangé au lycée, ce film-là, et de commencer à comprendre comment le scénario ça marche, et ou pas de comprendre, mais en tout cas de l'expérimenter physiquement, émotionnellement, tu vois, de sortir du film et de dire ah, mais en fait, attends, je m'en suis battu les couilles en fin de compte de cette patte de lapin, tu vois. Et j'avais presque l'impression de me dire ah ok, on peut faire ça, c'est fort, tu vois. Alors qu'en vrai, il suffisait de regarder Hitchcock pour comprendre que, mais j'étais au lycée et on n'a pas la même culture à ce moment-là, quoi. Mais je pense qu'il n'est pas cité parce que le film le cite lui-même, tu vois. Il cite, c'est-à-dire je suis un MacGuffin, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ne regarde pas, je suis un MacGuffin. C'est tellement évident que peut-être les gens ne le voient plus, effectivement. Et en plus, c'est dans le propre de dans les films d'espionnage, c'est ce que disait aussi Hitchcock dans les années 70, c'est-à-dire que dans les années 60, mais il disait les films d'espionnage sont construits sur cette idée d'un MacGuffin, c'est-à-dire un espion qui doit aller chercher telle information, tel truc, et donc c'est très classique, et de toute façon, limite, ce qui est marrant, c'est que je me souviens plus du MacGuffin du film 3, limite, donc c'est une grande réussite au final, que du film 2. Le film 2, c'est la grandiloquence de John Woo, les danses de voiture et tout. Ah, les danses de voiture. Mais le MacGuffin, tu vois, il a fallu que quand je refasse comme tu as fait, c'est-à-dire que quand je regarde les listes de MacGuffin, je me dis ah mais ouais, merde, il y avait un MacGuffin dans ce film. Mais qu'est-ce que je m'en fous de ce MacGuffin au final? Parce que c'est pas ça l'intérêt. Alors que le 3, c'était le premier MacGuffin que j'avais. Ouais, je me suis dit, jamais il sera dans ma liste. Ok, il est dans la mienne, tout va bien. Bon, alors quel est ce 3e épisode sur lequel je pensais que nous étions d'accord? D'accord, ça sera Indiana Jones, la dernière croisade. Ok. Parce que qu'est-ce qui est plus MacGuffin que le Graal? Qui est un MacGuffin commun à de nombreux films d'ailleurs, ce qui est intéressant. Sacré Graal, hein, tout ce qui a le Graal, quoi. Parce que le Graal, c'est le MacGuffin au final, c'est la quintessence du MacGuffin. Et ce qui est génial dans celui-ci, c'est que... Et c'est en ça où je trouve qu'il est super intéressant, c'est-à-dire que... Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a une valeur émotionnelle, c'est-à-dire que... Bon, là, évidemment, c'est du Lucas et du Spielberg, mais cette idée de la valeur émotionnelle, c'est pour ça que je suis monté toujours sur la trajectoire de mon top, c'est ça, c'est de plus en plus vers la valeur émotionnelle, et pour moi, le Graal dans le film d'Indiana Jones... Tu veux dire le Graal des MacGuffin, c'est le Graal? Exact. Ah, magnifique. On pourrait s'arrêter là, mais je suis obligé de continuer. Ouais, vas-y. C'est dommage. Mais, donc ouais, non, c'était cette implication, c'est-à-dire que tu vois que donc les deux personnages que sont joués par Sean Connery et par Harrison Ford sont à la recherche du Graal, c'est le moteur du récit. Tu sais ce qu'ils vont faire, tu sais ce qu'ils recherchent. Et au moment où ils tombent sur le Graal, et c'est là où il y a l'implication émotionnelle, c'est que le père d'Indiana Jones dit à son fils, abandonne ce MacGuffin, abandonne le Graal, parce que ce qui est plus important que le MacGuffin, c'est nous deux, c'est notre relation. Et je trouve que on est là vraiment dans cette idée d'un build-up du Graal, du MacGuffin, c'est-à-dire on recherche ce qui est jusqu'à l'apothéose, et ils sont obligés d'abandonner ce Graal, ce MacGuffin, pour pouvoir se révéler en vérité à eux-mêmes. Et je trouvais que c'était en ça où c'était super intéressant d'avoir un MacGuffin présent, indiqué, que ce soit clair pour tous, mais qu'au final, on nous montre que c'était pas ça l'intérêt du récit. L'intérêt du récit, c'était la relation entre son père et ce fils. Et j'ai trouvé que, pour moi, alors déjà, c'est le meilleur Indiana Jones. C'est vrai. Et c'est le meilleur MacGuffin de tous, c'est-à-dire que j'adore ceux qui sont de manière instillée, un petit peu doucement, que ça n'a pas d'intérêt, que ça a d'intérêt pour les personnages, mais que ça n'a pas d'intérêt pour le spectateur. Mais par contre, si ça a de l'intérêt pour le spectateur, comme pour Indiana Jones, il faut que ça provoque de grands sentiments en moi. Et je trouve que c'est pas ce qui marche, par exemple, dans Star Wars. J'aime bien le R2D2, mais faut arrêter, quoi. Ça a pas la même puissance évocatrice et le même intérêt que peut avoir Indiana Jones. Et limite, qu'est-ce que tu as en numéro 1 ? T'as genre le film Lego ou pas ? Non, pas le film Lego, non. Parce que c'est un autre, je trouve, MacGuffin hyper intéressant, parce qu'il devient aussi la quintessence du récit,
C'est-à-dire qu'il montre le Kraggle, donc le Lego Movie. Le Kraggle, c'est vraiment le MacGuffin. Il dit « je suis un MacGuffin » et t'as les personnages qui suivent le MacGuffin. Mais ce qui est intéressant par rapport, par exemple, à Mission Impossible 3, c'est qu'il est aussi la quintessence du récit. C'est-à-dire que l'usage de ce MacGuffin, donc de cette colle, montre, ou son non-usage, montre l'idéologie qui est sous-tendue par le film. Ouais. C'est-à-dire soit tu fossilises tes Lego et t'en fais un objet de décoration, soit t'en fais un objet qui reste toujours créatif et donc tu abandonnes cette idée de le coller. Parce qu'il faut qu'il soit toujours malléable, qu'il soit toujours dans les mains d'enfants créatifs ou de personnes créatives pour ne pas le fossiliser. Et je trouvais que ces deux-là ont cette puissance évocatrice parce qu'ils sont des révélateurs du récit, ils sont des révélateurs de ce qui est vraiment profond dans le récit. Et pour moi, c'est pour ça qu'ils sont numéro 1. Et à chaque fois, c'est la relation père-fils. Exactement. On en apprend plus sur David à travers ce podcast, mais j'avoue que le film Lego, j'y avais pas du tout pensé, mais ça aurait pu être un super film pour terminer. J'ai fait aussi ce que je considère être un super film et honnêtement un de mes films préférés, même s'il est relativement récent, et qui a un MacGuffin un peu particulier. Je voulais parler de quelqu'un avec qui on a inauguré Actionner, donc je lui rends hommage, Shane Black, à travers ce top, puisque je voulais parler de The Nice Guys, dans lequel il y a un MacGuffin, mais l'intérêt en fait de ce MacGuffin, c'est qu'il se révèle au fur et à mesure du récit, et que en fait, vu qu'on a affaire à deux détectives privés, bon globalement il y en a un qui est un peu plus performant que l'autre, mais on va dire que c'est pas forcément les couteaux les plus affûtés des tiroirs, et ben ils se rendent pas compte que c'est là sous leurs yeux, et en fait c'est vraiment un film que quand on le revoit, on comprend en fait que tous les éléments sont là depuis le début, un peu comme on sait que Shane Black est fan des histoires de polar, les trucs genre Parker et tout, enfin tout ce qui est détective un peu classique, 50s et consorts. Et je trouve que même si l'intrigue se passe, si je dis pas de bêtises, dans les années 70 ou 80, peut-être même un peu avant, je sais plus trop, mais il y a vraiment cette essence. C'est ça, je crois 70. Ouais. Et du coup, je trouve qu'on retrouve cette essence-là, enfin ce charme-là de tout était sous nos yeux. Et au final, le MacGuffin est révélé plutôt dans le dernier acte, où on apprend en fait, désolé pour ceux qui l'ont pas vu, mais matez-le quand même si vous l'avez pas vu malgré ce petit spoiler, qu'en fait le MacGuffin est une cassette d'un film porno dont le scénario inculpe en fait une entreprise, on va dire qui pollue, pour le dire vulgairement, et c'est une conspiration énorme. Et je trouve que là où c'est génial, c'est que effectivement c'est un MacGuffin qui se révèle au fur et à mesure du récit. Ensuite il y a la forme du MacGuffin qui est du coup lui-même un film, donc c'est quand même rigolo, mais aussi du coup un film porno avec un scénario, ce qui est assez drôle et assez Shane Black dans l'esprit, et que ensuite les personnages doivent récupérer, ce qui crée quand même dans un film où l'humour est un peu à froid, pas toujours, mais Ryan Gosling est très fort dans ce registre, donc ça marche à fond. Je trouve que le MacGuffin il correspond parfaitement à l'énergie du récit et des personnages. Et enfin voilà, si c'était une liste, tu vois, de je sais pas, des plans d'une entreprise qui pollue, ça aurait pas du tout, ça pourrait marcher quand même, mais ça aurait pas du tout la même saveur. Et en fait, la façon dont ça connecte les personnages et où ça les emmène dans des situations toujours plus rocambolesques, je trouve c'est assez génial. Et notamment ce passage où en fait un tueur à gages tombe sur la victime qu'il doit tuer un peu par hasard et du coup la dégomme parce que en fait effectivement ouais il avance sur son enquête. Et il y a ce côté, il a pas pu se trouver le MacGuffin, mais c'est vraiment la nature de ce MacGuffin qui crée des situations toujours plus improbables. Et j'avais besoin en fait d'un truc, on va dire, pour terminer le top, qui utilise tout ce que les MacGuffin classiques font, mais qui aussi, un peu comme celui de Pirates des Caraïbes, connecte un peu les persos, le récit. Et là, ça va même un peu plus loin, je dirais, c'est aussi dans le style du réalisateur et de l'auteur. Donc je trouve que c'est pas forcément un MacGuffin auquel on pense spontanément, mais que je trouvais vraiment pas mal de ce point de vue-là, quoi. Ouais, ok, t'as failli me battre sur ton dernier MacGuffin. J'ai failli. Je pense que c'est moi. Après Indiana Jones 3, j'y ai pensé, mais je voulais un top un peu plus original. Original. Voilà, ton argument c'est de faire preuve de dire ouais, ce type-là, vraiment aucune originalité. Ouais, complètement. Alors que j'ai défendu dans le Actioner sur les Indiana Jones, j'avais pris le 3, je crois, je sais plus. Mais ouais, il me semble que c'était le 3 que j'avais. Bon, c'est mon préféré en tout cas. Mais voilà, très bon film. Ouais, c'est le meilleur. Et donc on va revenir sur notre morceau de papier là, qui est un MacGuffin.
le MacGuffin de notre épisode, qu'on a oublié au final. C'est vrai, c'est beau. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu y être? Ou qu'est-ce qu'il pourrait pas y être au final? Parce que j'ai vu une vidéo d'un gars qui disait voilà ce que devrait pas être un MacGuffin. Et notamment, il dit en gros dans le film Justice League. Les Mother Boxes. Ouais, le MacGuffin, il disait, mais plus il est enflé, plus on croit que c'est une arme de destruction massive, plus ça devient un MacGuffin con, quoi. Ouais, c'est C'est-à-dire vrai. qu'on n'y croit plus. Donc notre morceau de papier, il peut pas y avoir une arme nucléaire dessus. Non. Est-ce qu'il peut avoir le conducteur du podcast, tout simplement? Alors oui, ça, la vérité, c'est ça. Mais toujours est-il qu'on va rester un petit peu dans la fiction encore. Parce que au final, est-ce qu'il y a de l'intérêt dans ce MacGuffin? Moi, ce que j'ai dit, et c'est pour ça que j'ai failli me cramer dès le départ, c'est que pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Je m'en fous de savoir ce qu'il y a sur ce papier. Il peut être blanc. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que en vérité, je crois que j'aurais dû intervertir. J'aime trop Indiana Jones, le 3. Je trouve que la gradation vers l'émotion me semble hyper intéressante. De ouf. Mais j'aurais peut-être dû intervertir en vérité mon top. Même si je suis pas certain d'aimer autant La Valise et Pulp Fiction que Indiana Jones. Mais ouais, je trouvais que... pour moi, il y a quelque chose que j'adore dans La Mort aux trousses ou dans Pulp Fiction, c'est que le fait que le MacGuffin, et c'est pour ça que je déteste, tout le monde a compris, Mission Impossible 3, c'est que je trouve ça complètement... quand ça hurle MacGuffin, ça m'ennuie. Ça m'ennuie et ça me rejette un peu. Je me dis, ah non, je la vois ta ficelle là, elle est grosse comme jamais, quoi. Et je trouve qu'un bon scénario, c'est quand tout s'imbrique correctement et que tu vois pas forcément les ficelles et qu'il faut un petit peu interroger le récit pour te dire et ouais, c'est ça. Et donc le MacGuffin, qu'est-ce que ça aurait pu être sur notre papier? As-tu une idée de ce que ça aurait pu être? C'est forcément mystérieux. C'est forcément mystérieux, et en fait, ce que tu viens de démontrer, c'est que en le construisant en début de podcast et en obligeant les gens à rester dans ce podcast, ils ont écouté un podcast qui peut-être ne les intéresse pas, mais du coup, ça prouve un peu la puissance... on va dire assez automatique. Je disais mécanique tout à l'heure, mais c'est presque un peu automatique. Le MacGuffin, il y a, je trouve presque un côté un peu humain de vouloir savoir, tu vois, ce que c'est. Exactement. Et du coup, peut-être que le papier est vraiment blanc, tu vois, et qu'il y a vraiment rien dedans, mais que le MacGuffin de ce podcast, c'est en fait le podcast lui-même, tu vois. Ça devient trop méta. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que je trouve que c'est la meilleure réponse qui soit. Le MacGuffin n'était qu'une page blanche. C'est beau. Ben donc on va se laisser là, sur le fait que le MacGuffin n'était qu'une page blanche. On se donne donc rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Yes. Et en attendant, je te remercie pour ta contribution au MacGuffin. Eh ben, je t'en prie. Et puis, si vous avez votre propre top 5 ou des MacGuffins qui vous parlent tout particulièrement, n'hésitez pas à nous en faire part. Je trouve ça très intéressant et j'étais un peu déçu des listes qui existaient sur Internet qui m'auraient permis de préparer ce podcast de manière totalement lâche et rapide. Et en fait, j'ai dû creuser ma tête puisque je trouve que les listes étaient souvent assez décevantes et répétitives. Mais on n'a pas vu tous les mêmes films, ni même à la même époque. Et du coup, je trouve ça super intéressant de toujours un peu replacer dans leur contexte ces différents MacGuffins. Donc on va vous laisser là. On vous laisse là. On vous dit à très bientôt dans un prochain épisode. Allez, à plus. Salut, à bientôt. Ciao, ciao. Alors, qu'est-ce qu'il y avait sur le papier? C'est la liste de mes réglages de podcast. Incroyable. J'aurais jamais deviné, je pense.